j'aime pas en parler. Le problème de la violence faite aux femmes, c'est un problème mondial. À part celui de la faim dans le monde avec les émeutes en ce moment, il n'y a pas sans doute de problème plus grave. Je ne me rappelle plus exactement de l'acte qui s'est passé, ni de l'arme qui a été utilisée, parce que la façon dont ils m'ont pris, je n'avais vraiment pas le droit de voir tout ça. J'étais entre les jambes d'une dame, et puis mes yeux étaient vraiment fermés par la main. Certaines filles s'en tirent avec des fractures, parce que imaginez-vous, 4 dames aussi grosses les unes que les autres, en train d'appuyer contre le sol une petite fille qui se débat, facilement elle a une fracture du fémur ou une fracture de l'humérus. Parce qu'on est excisé avec des couteaux de cuisine qui sont malpropres, qui peuvent nous rendre malades. Comme les couteaux de l'exciseuse ne sont pas toujours stériles, et comme les doigts ne sont pas désinfectés, et comme c'est par terre qu'on excise, facilement la fille s'infecte. Ça cause en infection et en hémorragie immédiate, surtout chez des petites filles ou des bébés, 15% de morts, 10 à 15% de morts immédiates. Pendant l'excision ou immédiatement après, vous pouvez avoir l'hémorragie. L'hémorragie qui peut entraîner le choc qui conduit à la mort. Vous avez aussi la transmission des germes hématogènes comme le virus du sida et puis le virus de l'hépatite B. Vous avez aussi l'incontinence d'urine ou alors la rétention d'urine. L'incontinence parce que beaucoup de ces exciseuses-là sont aveugles et oui, elles sont malvoyantes, pas aveugles mais malvoyantes et elles n'ont aucune notion d'anatomie. Parfois, elles coupent jusqu'à couper le sphincter de l'urètre. Donc les urines ne peuvent pas s'arrêter. Les femmes d'Amérique qui sont coupées, c'est pas coupé pour que les cicatrices se remettent ensemble, puis avec des beaux petits points de suture et tout ça, là. Oubliez ça, là. Il n'y a pas de point de suture, il n'y a pas de pansement, il n'y a rien de ça, là. Qui fait que ça se refait comme c'est coupé. Et ça veut dire que dans certains cas, il y a une souffrance, ou même au fait de toucher ces cicatrices-là, peut être pendant toute leur vie. Les cris de la fille étaient tels que personne ne pouvait les supporter. Elle a crié jusqu'à s'évanouir. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu connaissance ou pas, mais après coup, je sais que j'ai beaucoup saigné et puis j'étais dans des baignoires. Tout le temps, on me faisait changer de baignoire en baignoire, dans de l'eau salée pour vraiment arrêter le saignement. Je me souviens encore voir ma mère paniquer, qui était vraiment aussi étrange parce que j'avais jamais vu ma mère comme ça. Elle aussi, elle était paniquée. Ben, moi aussi, imagine une petite fille de 6 ans, mon Dieu, qui voit sa mère dans un état inimaginable. Et moi, qui était là en hémorragie où tout le monde s'inquiète. En tant qu'infirmière, je ne comprenais vraiment pas ça. C'est comme quelqu'un qui allait à l'école, qui travaillait à la médecine, tout, mais elle le faisait pareil. Elle avait l'idée, elle acceptait ça. Mais maintenant, depuis qu'il y a la loi, on les excise à 7 jours. Parce qu'un bébé qui pleure dans une maison, c'est normal. Depuis la naissance, moi. La première fois que je suis allée faire une consultation, le docteur était... Ah, madame, vous n'avez pas ceci, cela. J'ai dit oui. J'avais eu honte, mais après, je lui ai expliqué. C'est toutes les femmes africaines, presque. En tout cas, toutes les femmes de mon pays, les 90% sont excisées. Je crois qu'une ou deux d'entre elles m'ont dit avoir été excisées, non pas dans leur pays d'origine, mais au Canada.
vraisemblablement, si je fais les calculs, ça fait à peu près une dizaine d'années. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas de preuves, mais elles n'ont pas toutes été excisées dans le pays. Hein. Et si je rapporte à ce qui se passe en France, il y a des excisions qui sont faites au quotidien chez nous et qui font l'objet d'une prise de conscience très vive et d'une mobilisation. Hein. Ça ne doit pas forcément être très très différent dans les autres communautés immigrées mondiales. On change de pays, mais on garde nos cultures, on garde nos us. Alors, le phénomène qui se produit maintenant, c'est que l'excision qui n'appartenait qu'aux pays africains est rendue maintenant en Europe et est maintenant rendue en Amérique du Nord. Et Montréal. Et si le ministre de la Santé du Québec a déclaré en 2006 qu'il fallait faire quelque chose contre l'excision, c'est parce que lui-même avouait que l'excision existe ici. On a eu plusieurs cas, à peu près vers 2005, des enfants qui ont été excisés ici. Et puis, ça s'est comme étouffé dans la communauté, mais très rudement. Les gens ont failli être présentés vraiment devant la police. La loi n'existant pas dans certains pays, les parents transportent leurs enfants jusque dans ces pays-là. On part en vacances en Afrique avec un enfant non excisé. On revient des vacances avec un enfant excisé. Il y en a qui se cachent, il y en a qui fuguent, et puis tu cours pour aller nulle part. On t'attrape tout de suite. La capitale est grande, tu peux aller loin avec ça. Il y en a qui arrivent même à quitter le pays. Quand tu te trouves dans la capitale, vous savez, il y a toute une occasion pour prendre des bus pour aller dans un pays voisin. Mais dans le village, les trajets se font à pied. Et puis, c'est tout le village qui se connaissent. Tu fuis ta famille pour aller dans la capitale. Le chauffeur qui t'amène, c'est un ami de ton père. Il va te ramener à la maison tout de suite. Parce qu'il y en a qui ont échappé. Mais malgré tout, une tante, une grand-mère tient à ce qu'on les excise. La femme n'a pas le droit de parler. Même si elle n'était pas consentante, mes tantes qui sont à la maison, les autres frères de mon père à moi, pouvaient l'obliger à le faire. Donc, elle ne pouvait rien, ma mère. L'excision existait bien avant l'avènement de Mohamed. Ça vient avant l'Égypte pharaonique, ça vient de très anciennement dans le temps. Comme il y a eu toutes sortes de coutumes reliées à l'excision, la circoncision, la scarification, c'est toutes des marques d'initiation ou de rituels faits par des couteaux. Ils ont remplacé tranquillement les déesses de fertilité dans l'importance hiérarchique des dieux par les dieux du couteau, du fer, et ils en fait ont décidé de contrôler la sexualité des femmes en lien avec l'agriculture, le domptage des animaux, les troupeaux. Ils avaient besoin de femmes, d'enfants. Ils voulaient garder les femmes à eux, parce que c'était des cultures polygames. Donc, ils ont pensé qu'en coupant le sexe des femmes, elles allaient moins avoir le désir sexuel d'aller avec d'autres partenaires. À l'âge de 7 ans, on était déjà fiancés, une jeune fille à l'âge de 7 ans. Donc, à l'âge de 7 ans, la jeune fille vraiment est surveillée de près parce qu'elle a déjà un mari. Et puis, on fait tout pour la garder vierge avant l'âge de la puberté. Mais c'est toujours utilisé comme une prétention de pureté, que la femme doit être pure pour se marier. Donc, si elle n'est pas excisée, on sous-tend qu'elle n'est pas pure parce qu'elle aurait les désirs, et avec les désirs, elle n'aurait pas le contrôle d'elle-même. D'abord, pour contrecarrer, pour barrer l'infidélité chez la femme, pour ne pas qu'elle ait plusieurs partenaires sexuels, parce qu'en ayant le clitoris, ça stimule sa sexualité. C'est devenu comme une fierté chez les filles dans les villages que de se faire exciser. C'est une façon de valoriser la fille. J'ai entendu parler que les femmes non excisées, vous m'excusez du terme,
que c'est des putes parce que ils ont de l'appétit sexuel plus que les femmes excisées. Donc, ils projettent la sexualité masculine à la femme et il ne faut pas qu'elle ait une sexe masculine. Il ne faut pas qu'elle montre trop sa sexualité. Donc, on coupe ça et elle va rester, sa sexualité va rester cachée et secrète. Et en fait, finalement, on va lui enlever le plaisir parce que c'est réservé aux hommes. La volonté de dominer la femme. La femme est là pour le plaisir sexuel. Quand on en a besoin, on y va. Quand on ne veut pas, qu'elle reste tranquille. La pauvre dame, quand elle se retrouve seule dans un milieu comme ça, où toutes les autres sont excisées, elle n'est pas excisée, mais elle devient la risée. Les autres se moquent d'elle, elle en a honte, et puis en fin de compte, elle cède, et puis elle s'en va. Les hommes ne veulent pas se marier avec des femmes non excisées. Si tu ne veux pas que ta fille reste à la maison, finalement, tu vas la faire exciser. C'est pour la reconnaissance sociale, c'est pour que cette fille-là ait sa place dans la société. Parce que vous savez, chez nous, une femme qui n'est pas excisée n'a pas de funérailles. Et si une femme mourait avant d'être excisée, les vieilles femmes qui sont autour d'elle l'excisent avant d'annoncer sa mort, pour qu'elle puisse avoir des funérailles. Le fait d'en parler, c'est un tabou chez nous. On n'en parle pas. On peut même nous tuer. Hein? Ah oui. Donc c'est les hommes qui décident tout. Une femme ne peut pas dire aux hommes, je ne veux pas que ma fille soit excisée. Elle n'a pas le droit de dire ça. L'exciseuse a un certain poids dans la société chez nous. Et toutes les difficultés d'accouchement qu'elle voit, elle ne les lie pas à l'excision. Les exciseurs ne savent pas que ce qu'ils font à la jeune, quand elle est très jeune ou adolescente, va lui causer quelques années plus tard des difficultés dans sa vie reproductive. Ils ne font pas nécessairement le lien. Donc le principe de l'excision est de supprimer la partie émergente du clitoris. En fait, assez peu du clitoris est impliqué là-dedans, mais il y a malheureusement, étant donné surtout l'absence de soins, les hémorragies, les infections qui ne sont pas du tout traitées et qui vont continuer à aggraver la situation après le geste. Alors, il y a en plus des gestes mutilatoires qui sont associés relativement souvent, comme l'infibulation, qui sont un sacrifice plus ou moins important des petites lèvres, lesquelles vont se souder et fermer un peu plus la vulve, et encore aggraver ce qu'on appelle le pronostic obstétrical. Les rapports sexuels, ils deviennent ou très douloureux et même parfois impossibles. Le jour de sa première nuit de noces, parce qu'elle était vierge, là, pour la dévierger, c'était vraiment, vraiment difficile pour le mari. On a fait appel à un gynécologue qui ne pouvait rien non plus. Il a failli faire appel à l'exciseuse qu'il a fait depuis pendant qu'elle était jeune pour qu'elle revienne le refaire encore. On exigeait en plus que son mari vraiment couche avec elle durant la journée pour ne pas que ça se referme encore. Donc c'était comme la torturer, c'est ça que je voyais moi. L'Afrique, à cause du nombre d'excisions qu'il y a, est une des places où la mortalité de la femme à son premier enfant est le plus grand sur la Terre. Il y a un monsieur qu'on a fait signer une pétition là-bas pour être contre l'excision. Le monsieur, c'est Maître Tremblay. Puis on lui a demandé, mais pourquoi vous êtes si nerveux que ça et si mal que ça à signer la pétition? Il dit, j'avais 2 filles et les 2 filles sont mortes. Une est morte à 6 ou 9 mois parce qu'elle est morte au bout de son sang lorsqu'ils ont fait l'excision. Et la deuxième, elle avait 22 ans lorsqu'elle a eu son premier enfant. Elle est morte sur la table d'opération à cause de l'excision aussi. Il dit, les 2 filles que j'avais sont mortes. Au moment de l'accouchement, l'orifice vulvaire, comment il est petit, une tête ne peut pas sortir. Même pour mon accouchement, ma gynécologue m'avait demandé que je pouvais accoucher vaginalement.
et que même si c'est difficile, ils vont faire un petit déchirure au niveau des lèvres, tout ça. Là, comme tout de suite, c'est comme je revenais en arrière du jour de mon excision, tout. J'ai dit non, je pars pour la césarienne. Le moignon qui va rester de ce clitoris va se coller à l'os du pubis qui est derrière et créer une cicatrice fibreuse qui rend la vulve immobile par rapport à l'os du bassin. Cette situation est très grave parce que lors de l'accouchement, la vulve ne va pas du tout ni bouger ni s'ouvrir et on a des complications obstétricales potentielles qui peuvent être très très graves. Quand ce n'est pas dans un milieu chirurgical où on va agrandir chirurgicalement, qu'est-ce qui se passe? Cette tête-là, il faut qu'elle sorte coûte que coûte parce qu'elle ne peut pas rester dedans. Elle vient comme un boulet et le périnée se déchire, déchirure qui peut entraîner une hémorragie importante, laquelle hémorragie peut tuer la femme. Si le périnée de la femme résiste, c'est l'enfant qui va souffrir et il va naître très fatigué, avec un traumatisme crânien, et puis il ne sera jamais premier à l'école. Il naît idiot. Ou malheureusement, parfois, il naît mort. Cette douleur-là, j'ai préféré l'avoir dans mon ventre, déchirer mon ventre comme vous voulez. Après que l'anesthésie va partir, c'est là que je vais sentir. Elles ne sont pas seulement momentanément torturées, elles sont torturées le restant de leur vie. La femme, quand elle prend conscience de ce qu'on lui a fait, elle se révolte parce qu'on lui a imposé quelque chose sans son consentement. On lui a enlevé un organe auquel elle tient. Et cela amène des psychoses chez beaucoup de femmes. Quand cette femme se marie, il y a l'instabilité dans le foyer. L'instabilité parce que si le monsieur ne peut pas avoir des rapports sexuels, il la renvoie. Ou alors, c'est la femme qui, au lieu d'avoir du plaisir à mal, elle laisse son gars et dit non, je ne peux pas. Hein? Ou alors, cette femme, n'ayant pas son clitoris, n'a pas un certain plaisir dans les rapports sexuels, elle croit que c'est son mari qui ne sait pas faire, elle change, elle va voir un autre. Ces conséquences, elles sont effectivement, comme vous le dites, sociales, c'est-à-dire que ça brise leur vie de couple, ça brise leur vie de femme, leur vie de mère, etc. Et ça n'a jamais été dit. Il faut savoir que si on liste les raisons pour lesquelles elles veulent une chirurgie réparatrice, la première raison, la première revendication est identitaire. Hein, ce qu'elle va vous dire d'abord, c'est « je ne suis plus une femme, je n'ai pas voulu ça, rendez-moi mon statut de femme ». J'ai commencé à étudier et j'ai cherché une solution de chirurgie réparatrice qui, de fil en aiguille, s'est avérée être efficace. Il y a donc une blessure, on va retirer la cicatrice externe, qui est une cicatrice de peau. Sous la peau, on va trouver également une autre cicatrice, qui est la cicatrice du clitoris, et on va désinsérer, c'est-à-dire séparer ce clitoris abîmé de l'os contre lequel il est collé. Une fois qu'on a fait ça, on va, comme dans toute chirurgie réparatrice, séparer le tissu mort du tissu toujours vivant, et à partir de ce tissu toujours vivant, reconstituer un organe le plus proche possible de son anatomie normale, en respectant ses nerfs et ses vaisseaux, et on va le repositionner, le remettre dans sa position normale. Mais on peut maintenant avoir, avec le recul qu'on a, un indice de satisfaction qui est relativement important, proche de 80%, qui se renforce et qui se bonifie avec le temps et avec l'expérience. Les conséquences de l'excision sont multiples. Et l'excision n'a que des conséquences. Il n'y a pas un seul bénéfice. Les mutilations génitales, ce n'est plus local, ce n'est plus tribal, ce n'est plus un problème de l'Afrique seulement, parce que l'Afrique s'est éparpillée ailleurs et partout. Il y a des Africains sur toute la planète. Et s'ils déménagent avec leurs coutumes et que les pays d'accueil ne se mobilisent pas pour les défaire des mauvaises coutumes, c'est toute l'humanité qui va s'enliser et c'est pas seulement ça qui va s'exporter. Il faut qu'on se mette ensemble pour lutter contre toute coutume, contre toute tradition qui puisse être une violation quelconque de droits humains. Je ne veux pas que ça continue là. Je veux que ça s'arrête. Parce que ça nous cause tellement de problèmes que on n'en veut plus. Je lance un appel
à tout le monde, hommes et femmes, à tous les gouvernements du monde entier, pas seulement en Afrique, pas seulement au Mali, au Québec ici, si on peut faire quelque chose pour aider à freiner cet acte-là, ça serait l'idéal. Si vous arrivez à montrer ça aux gens publiquement, je crois que ça peut faire un changement.